Ok, donc bonjour à tous, moi c'est Julien. Et ça là, c'est une motorisation auxiliaire de parapente qu'on appelle un paramoteur. Alors, un paramoteur, ça permet de faire quoi? Ça permet de monter entre 1000 et 2000 mètres si vous le souhaitez. Vous pouvez voler à 40 ou 50 km à l'heure. Et surtout, vous pouvez survoler les plus beaux monuments de la France. Partout où c'est autorisé. Ici, par exemple, vous reconnaissez? Quelqu'un connaît? C'est le château de Chenonceau, sur la Loire, à côté de Blois. Et là, vous comprenez tout de suite, quand vous voyez cette photo, pourquoi le paramoteur est un domaine de prédilection pour les makers. En fait, on est dans de la très petite série, on n'est pas dans l'automobile. On a 20 000 paramotoristes, pardon, on a 2000 paramotoristes en France actuellement, alors qu'on est la nation qui est en tête, je dirais, de toutes les compétitions. Et surtout, on a du matériel qui est extrêmement dépendant de la morphologie de l'utilisateur. Donc on est typiquement dans le domaine d'utilisation des makers, où on va faire de la très petite série, extrêmement personnalisée. Par exemple, la poignée des gaz, qui est sur le côté là-bas de l'appareil, je vous la montrerai tout à l'heure, elle est souvent réalisée en impression 3D parce qu'elle doit être moulée à la forme de la main. Et on ne peut pas dépenser des dizaines de milliers d'euros pour fabriquer des moules. Donc ça, typiquement, on va le faire en impression 3D. Un autre exemple, c'est cet appareil où j'avais envie de monter un autre moteur dessus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai digitalisé le châssis avec un logiciel libre. Ensuite, j'ai modélisé en 3D le bâtimoteur dont j'avais besoin. Là aussi avec un logiciel gratuit. Ensuite, je l'ai fait fabriquer. Alors, pas en impression 3D ce coup-ci, mais en découpage Ogedo. Donc, une technologie un peu plus ancienne, mais qui marche très bien. J'ai monté le tout et aujourd'hui, ça vole. Donc, je vole avec cet appareil. Alors, comment on peut voler en paramoteur? Il y a plusieurs manières de pratiquer. Une des façons de pratiquer, c'est de faire la promenade du dimanche, en fait. Vous allez tourner autour du village à côté de chez vous, autour du bois. Donc là, alors on ne voit pas bien parce que le projecteur est mauvais, mais en fait, c'est Michel qui est quelque part au-dessus du Rhin, entre Fegersheim et Markolsheim, pour ceux qui connaissent. Pour l'info, la photo a été prise par une caméra qui elle-même est stabilisée par des ailettes imprimées en impression 3D. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Et ce que je voulais vous dire là, c'est que la promenade du dimanche, c'est sympa. Mais quand, comme moi, vous pratiquez depuis 15 ans, au bout d'un moment, c'est toujours la même chose, quoi. Je veux dire, moi, j'ai fait 400 fois le tour de la forêt de Brumat. D'ailleurs, je ne sais plus au-dessus de la maison de qui je passe tout le temps, là, c'est lui. Et donc, du coup, au bout d'un moment, ça devient un petit peu toujours la même chose. Donc, on peut faire ça. Donc ça, c'est comme les Red Bull Race aux États-Unis, donc où vous avez des avions de voltige qui, en fait, font des circuits autour de pylônes gonflables. Ben, nous, on fait pareil. C'est sympa, mais ça nécessite d'aller très loin parce qu'il faut faire ça au-dessus d'un plan d'eau, donc on finit une fois sur 10 à la flotte. Et en plus, il faut se bloquer une semaine, enfin c'est pour des gens qui ont le temps, quoi, comme des étudiants ou des... Non, je rigole, je déconne. Voilà, des retraités plutôt, voilà, vous voyez, ce genre de gens-là. Donc là, ça va pas être bon. Et du coup, moi j'ai rencontré, et merci de m'avoir tendu la perche, moi dans le cadre de ma vie professionnelle, j'ai rencontré une association de makers, parce que je suis dans une grande entreprise qui cherchait à utiliser les makers pour en fait booster son innovation. Et ce que j'en ai retiré, c'est que j'ai compris les valeurs des makers. Et en fait, je me suis demandé qu'est-ce que ça donnerait si on appliquait les concepts des makers de façon complètement radicale à un domaine, par exemple mon loisir. Et c'est ce que j'ai fait. Et je suis arrivé à la conclusion que l'innovation dans le paramoteur ne viendrait pas du matériel comme on pourrait l'imaginer, parce que ça on le fait déjà naturellement, mais du digital et du numérique. Donc je me suis posé la question, comment on pourrait rentrer du digital et du numérique dans cette discipline-là? Et je suis arrivé à la conclusion suivante, c'est que j'allais créer une troisième manière de pratiquer le paramoteur, qui est en fait le vol de distance. Donc j'ai codifié la discipline, j'ai écrit un règlement, j'ai créé une plateforme informatique qui en fait permet tout simplement de pratiquer le paramoteur en communauté, mais sans avoir besoin de se déplacer. Donc comment ça marche? Alors je vais vous l'expliquer. En fait, vous faites un tour en paramoteur, jusque-là rien de très compliqué. Vous enregistrez votre vol grâce à ceci. Alors ça, c'est un enregistreur de GPS de randonnée, vous trouvez ça à Decathlon. Vous pouvez utiliser votre smartphone aussi si vous le souhaitez. Et une fois que vous avez enregistré votre trace, vous me l'envoyez à moi. Et moi, je fais ceci, c'est-à-dire un rapport d'homologation. Et je calcule un nombre de kilomètres homologués. Donc là, par exemple, c'est le plus gros rapport d'homologation à ce jour dans la CFDM, dans la Coupe française de distance en paramoteur. Donc le collègue est parti de quelque part à l'est de Paris. Il a volé pendant 11 heures d'affilée dans la même journée sur ça, et il a parcouru 603 km. Donc il a fait 4 posées intermédiaires à côté de stations-service qu'il avait repérées sur Google Earth pour faire le plein.
Le tout est parfaitement réglementaire, hein, je tiens à le préciser. Et il a décollé avant le lever du soleil et il s'est posé juste après le crépuscule, ce qui ça aussi est réglementaire. Donc ouais, là c'est quand même un allumé. Très, très clairement, il faut quand même le faire. 11h11 dans la même journée, là, faut être motivé. Donc avec ça, moi je fais un classement, individuel et par équipe. Et surtout, là où ça devient intéressant, c'est que je fais vivre la communauté. Donc pour ça, j'utilise la presse, j'y reviendrai. Je distribue des trophées, je suis présent sur les rassemblements, je fais des super t-shirts et des polos. Et je fais surtout vivre la communauté via les réseaux sociaux, en fait grâce à des publications sur Facebook. J'en ai fait 150 jusqu'à présent. Alors je vais vous en montrer une. Donc ça c'est Claude, le gagnant de l'année dernière, hein. Donc Claude, il est un peu pas bien dans sa tête non plus. Et en fait, il décide en plein hiver d'aller monter au pic du Midi de Bigorre dans les Pyrénées, donc à 3200 mètres, avec ça. Et il fait -7. Hein. Et donc vous imaginez juste la tête du pilote d'avion dans sa cabine chauffée qui pense qu'il fait du vol extrême, qui voit passer Claude 200 mètres au-dessus, qui lui fait coucou, assis là-dessus. Et voilà, donc ça nous a fait bien rire, sachant qu'il faisait -7, l'instrument a gelé. Donc là, c'est un autre exemple, c'est Patrick qui décolle à Bordeaux. Patrick, il tombe en panne au-dessus d'un des grands châteaux des vins de Bordeaux. Il se pose dans la cour du château. Bon, ce qui est louche, c'est qu'il s'est posé 2 fois, donc ça, il faudra qu'on éclaircisse le truc. Et ça s'est fini dans la cave du château parce que le propriétaire du château l'a très bien reçu et ils ont fini par goûter les bouteilles de vin. Donc en termes de vol de distance, c'était pas super, mais c'était pas mal en termes d'histoire, on le raconte encore. Posé à la station, là ce qui est marrant, c'est qu'il faut imaginer la tête des gens quand vous vous posez, et que vous allez, pendant le gars il est en train de faire son plein, le gilet jaune, machin là, et nous on est à côté en train de faire le plein de l'appareil, donc ça c'est aussi très très drôle. Pour le vol par équipe, donc pour les principales équipes, on a créé des logos. Donc là, vous avez le logo de l'équipe Red Bull. Hein, moi, je trouve qu'il est très réussi. Et c'est ceux qui ont gagné l'année dernière. Alors, si on parle un peu de chiffres, aujourd'hui, j'ai homologué 4000 traces pour 214 000 km, soit 2/3 de la distance Terre-Lune. L'objectif, c'est l'année prochaine d'arriver sur la Lune. Hein. Celui qui fait le dernier kilomètre pour arriver sur la Lune gagne la bouteille de champagne, logique. Et après, on va faire comme Elon Musk, on va aller sur Mars, logique aussi. Voilà. Un dernier exemple pour vous dire que tout ça c'est collaboratif, c'est-à-dire qu'aucun de ces vols n'aurait eu lieu sans la CFDM. Ça c'est très clair, tous les pilotes l'ont dit. Tant celui qui a fait 11h11 que ceux-là qui sont partis de Bordeaux à Troyes, qui ne se connaissaient pas, qui ont voulu traverser l'estuaire de la Gironde, mais à cause du plafond de nuages, ils n'ont pas réussi. Donc ils ont descendu, ils se sont déroutés, ils ont descendu l'estuaire de la Gironde sur 30 km, contourné une centrale nucléaire, traversé là où il y avait l'île. Ensuite ils ont traversé la forêt des Landes, qui si vous la connaissez est extrêmement inhospitalière. Et ils sont arrivés génial à la dune du Pilat, au lieu du vol libre en France, où en fait ils se sont rendus compte que sur 3 GPS, il y en avait un qui avait plus de piles, l'autre où ils ont effacé la trace en essayant de la télécharger, et c'est seulement le 3e où ils ont réussi à télécharger à la trace et à me l'envoyer pour en fait attester de leur record. Donc bien joué les gars, il fallait bien partir à 3 pour arriver à ce résultat. Donc c'est des gars qui sont capables de faire 140 km avec ça, mais qui ne sont pas capables de charger leur GPS. Hein. Donc voilà. Alors si on fait un bilan, on voit ici que ça marche assez bien parce que là vous voyez tous les départements à partir desquels on a envoyé une ou plusieurs traces, y compris la Nouvelle-Calédonie, qui vous le savez est restée française. Et on voit ici, en fait, et ça je suis assez fier de ça, c'est qu'il y a des événements spontanés qui se créent dans la communauté sans que moi j'ai besoin de faire quelque chose. Par exemple, le tour du Sud-Ouest en paramoteur, aussi appelé le TSOP. Bon, c'est plutôt le tour des vins du Sud-Ouest en paramoteur, comme vous le voyez ici. Vous avez la mission 100 km en Seine-et-Marne. Là, l'objectif, c'était de partir à 10 et de revenir à 10. Ils y sont arrivés, parce qu'en général, il y en a toujours un qui finit dans un champ quelque part. Et le dernier week-end, c'est Bouillabaisse et CFDM. Ça, c'est les gros cadors de la CFDM. Donc, eux, c'est plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de kilomètres par an. Le premier, actuellement, il a fait 12 000 km depuis le 1er janvier. Ça représente quand même 40 km tous les 2 jours en paramoteur. Donc ça, c'est des types un peu allumés, eux, et ils ont eu le temps de se faire une bouillabaisse, en fait. Alors, la fédération me soutient, donc j'ai eu droit à une double page dans le trimestriel de la fédération. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on ne sait jamais trop quel est le modèle économique chez les makers. On ne sait jamais trop comment ça va ramener de l'argent ou comment on paye les frais, au moins. Eh bien, en fait, moi, j'écris des articles sur l'avancement de la compétition dans la presse, et il s'est avéré que je parle plusieurs langues, et que, de fil en aiguille, ils m'ont demandé de faire de la traduction d'articles techniques, ce que je fais aujourd'hui. Et en fait, je suis rémunéré pour ça. Pas beaucoup, mais ça me permet de payer les frais liés à la compétition. Et en fait, jamais j'aurais imaginé que le modèle économique, ce serait la presse quand j'ai démarré. Alors le futur, c'est une nouvelle plateforme informatique pour contrôler les espaces aériens, pour partager le travail d'homologation, pour que ce ne soit pas moi qui fasse tout le travail,
C'est également intégrer les autres classes du LM, hein, les pendulaires, les multi-axes, les autogires, enfin tout ce genre de trucs. Et pourquoi pas aller à l'international, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas profiter nos collègues européens du vol de distance. Voilà. Je voudrais terminer en disant qu'on a vu tout à l'heure que les valeurs des makers, c'était learn, make et share. Hein. Donc apprendre, faire et partager. Petite anecdote, moi j'ai fait mon travail de fin d'études sur la mesure des volumes de cuves de pétrolier par tachéométrie laser. Dit comme ça, c'est vachement... hein, ça le fait, sauf qu'en fait, on a fait à peu près rien. On est arrivé à peu près à rien, on a écrit un rapport que personne n'a lu, et puis c'était terminé. Sauf qu'il se trouve que quand j'ai fait la CFDM, j'ai écrit un algorithme qui, en fait, détecte, il calcule la vitesse de l'aéronef à partir de sa trace GPS. Ça marche tellement bien que j'ai des concepteurs d'ailes qui m'ont contacté pour me demander l'algorithme, parce qu'en fait, les résultats étaient meilleurs que les mesures qu'ils faisaient avec des sondes lors d'essais réels. Et ça, c'est lié, en fait, à la redondance de l'information dans la trace GPS. Enfin bon, je vais faire court. Ce que je veux dire, c'est que pour développer cet algorithme, j'ai eu besoin, et je vous jure que c'est vrai, de mon travail de recherche de fin d'études qui n'avait jamais servi à rien. J'ai dû aller le chercher à la cave, et j'ai dû sortir, et c'est sérieux, hein, j'ai dû sortir les équations que j'avais faites à l'époque, que je serais incapable de refaire aujourd'hui d'ailleurs, accessoirement. Donc c'était quand même assez marrant. Au niveau make, tout ça c'est fait avec 3 bouts de ficelle, hein, et c'est le cas de le dire. Donc en fait je ne suis pas web designer, je ne suis pas graphiste, en fait je ne connais pas tout ça. Et là, j'avais juste envie de faire ça, et j'ai cherché sur Internet l'information pour pouvoir faire tout ça. Et le dernier point, c'est share, c'est ce que je fais avec vous en ce moment, de partager. Et j'ai besoin de vous, en fait, j'ai besoin de développeurs, parce que la plateforme informatique, moi, je ne sais pas faire la suite des opérations. Pas encore. Et donc, voilà, donc j'espère pouvoir partager ça avec vous. Je suis disponible pour vos questions. Et puis, à tout à l'heure. Alors j'y ai pensé, mais bon, après ça va sentir le deux temps. En plus, je vais souffler toute la scène, donc ça risque d'être problématique. Ça fait beaucoup de bruit. Voilà. Ça fait beaucoup de bruit. Ouais. Voilà. Non, en fait, c'est un deux temps. Hein. Donc c'est un moteur qui doit être léger parce qu'on le porte. On le porte pendant le temps du décollage et qui doit délivrer quand même suffisamment de puissance pour garder le pilote en vol. Donc on dit qu'il faut à peu près la poussée divisée par la finesse, donc il faut à peu près 40 à 50 kg de poussée. Donc oui, c'est des moteurs quand même assez puissants et donc assez bruyants. On porte des casques anti-bruit. Et le gros intérêt, si vous voulez, du vol de distance, c'est qu'on passe quoi. Par rapport aux gens qui vont tourner en rond quelque part, pour le voisinage, ça peut être problématique. Donc alors que nous, je veux dire, quand on fait 600 km, déjà pour nous rattraper, il faut y aller. Et puis bon, voilà. Je vois qu'il y a le gentil monsieur a encore une question. Oui, ma question c'était par rapport au fait aux formations. Comment ça se passe en fait pour pouvoir faire ça? Il y a quoi comme formation à faire? Sur combien de temps? Alors, c'est tout à fait comparable à... Moi, je dis toujours que c'est comparable à un permis moto. Donc, c'est exactement le même temps qu'il vous faut, ça coûte la même chose, l'assurance coûte la même chose, le matériel coûte la même chose, donc c'est vraiment ce budget-là auquel il faut penser. On est des vrais pilotes, hein, donc on est formés à la navigation aérienne, au même titre que n'importe quel pilote, y compris un pilote de Boeing, etc. On connaît les zones, etc. On est censé savoir tout ça. Après, on vole moins haut, donc on est moins emmerdé, mais voilà. Une autre question? Vous avez tous envie de le toucher, de vous asseoir dedans, c'est ça? Il pèse combien? Alors c'est en général les 3 questions qu'on a, hein. C'est lourd, c'est cher, c'est dangereux, donc j'attends encore le c'est dangereux. Alors il pèse quand il est plein 30 kg quoi. Et moi il m'arrive de décoller avec des réservoirs additionnels et là je pars à 40-45 kg. Donc là ça commence à être vraiment du sport pour pouvoir partir. Un des pilotes qui a fait 598 km récemment, il est parti sur roue, donc il avait monté des roues dessus, là, tout ça c'est bricolé maison. Il avait accroché des réservoirs sur le côté et il a réussi à faire un seul posé intermédiaire. Donc il avait une autonomie de pas loin de 250 km. Bon, il est parti avec 40 litres d'essence. Personnellement, je ne suis pas très fan. Je trouve que l'option de se poser à une station est plus intéressante. Mais ça, c'est vraiment la communauté qui devient intéressante parce qu'on échange sur la technique, on échange sur la sécurité. C'est là où ça devient vraiment intéressant. Par exemple, la CFDM, comme j'ai dit, j'ai essayé d'appliquer radicalement le concept des makers. Le code source est ouvert. Quand les types qui sont venus me demander l'algorithme pour le calcul de la vitesse, je me suis demandé si j'allais leur fournir ou pas. Parce que quelque part, l'algorithme, il a une forme de valeur. Mais je veux dire, soit on veut faire le maker, soit on veut pas, quoi. Donc j'ai tout simplement ouvert.
ouvert ça et c'est super intéressant parce que maintenant j'ai un partenariat avec un éditeur de logiciels, etc. etc. J'allais dire, est-ce que c'est dangereux pour pouvoir répondre à ta troisième question? Moto. Donc c'est aussi dangereux que de faire de la moto. Et donc oui, il y a des gens qui se tuent en moto. Et oui, il y a des gens qui peuvent se tuer en paramoteur. Je veux dire, si vous faites n'importe quoi, oui, vous faites mal. Ça aussi, c'est de la responsabilité individuelle. D'ailleurs, c'était une des grandes questions au début. Est-ce que moi, je risque quelque chose en animant une compétition où des gars peuvent éventuellement se faire mal? Mais là, pareil, il y aura chacun sa responsabilité. Moi, j'anime la compétition. Et puis après, chaque pilote est pilote. Il est commandant de bord. Il est chargé de sa propre sécurité. Maintenant, vous pouvez... Ah, non, en fait, j'ai deux questions. Oh, j'aurais pas dû poser la question sur la dangerosité. Bonsoir. Est-ce que vous envisagez une option sans essence, électrique par exemple? Oui, alors c'est une bonne question. En fait, la CFDM, l'idée m'est venue de la CFD, des parapentistes. Et eux, c'est leur grand truc, quoi. Et les parapentistes, eux, ils aiment bien faire de la distance. Comme ils n'ont pas de moteur, ça leur paraît logique d'essayer de faire des compétitions de distance. Et l'innovation de mon côté, ça a été de dire, mais pourquoi pas au moteur? Pourquoi pas avec l'hélice? Et tout le monde a dit, ouais, mais il suffit de mettre de l'essence. Mais c'est pas si simple que ça. Parce que pour aller faire 600 km, il ne faut pas juste mettre de l'essence, il faut avoir prévu la navigation aérienne, il faut avoir repéré les endroits, il faut avoir réfléchi sur son habillement, parce que je peux vous dire, vous avez froid quand vous volez pendant 11 heures d'affilée, etc., etc. Donc en fait, la compétition est différente. Donc, pour répondre à votre question, oui, ça existe, ça s'appelle la CFD, c'est la coupe de distance des parapentistes. Et il existe naturellement des moteurs électriques. Là aussi, c'est le règne des makers. Il existe une association de pilotes en France qui développe en fait en mode open source et les logiciels et l'électronique des moteurs électriques pour le vol. Le gros problème, c'est l'autonomie. Donc ils vont pouvoir voler 10-15 minutes. Nous, on est des pilotes de distance, donc nous, on a besoin de puissance, quoi, pour aller vite et pour aller loin. Dernière question. Je voudrais savoir comment est-ce que vous vous posez avec ça? Est-ce que vous vous cassez souvent la gueule quand vous vous posez? Parce que... Alors, on se casse plus souvent la gueule au décollage, en fait. Qu'au poser. Le décollage est plus compliqué que le poser. Moi, mon instructeur avait pour habitude de dire, on finit toujours par atterrir. Et c'est vrai. Je vous garantis que c'est vrai. Donc non, on ne se fait pas très mal à l'atterrissage. On peut se poser dans un buisson sans aucun problème. C'est d'ailleurs une manœuvre assez connue quand on a trop de vent de face. Bon, ça paraît extrême, ça l'est pas en fait. Si vous pratiquez ça correctement, ça se passe assez bien. Après, c'est exactement comme la moto. Si vous roulez à 90 dans les routes des Vosges sous la pluie et là où il y a des feuilles mortes, il va vous arriver des bricoles. C'est à peu près le même genre d'idée ici. Si vous ne mettez pas dans les conditions pour vous faire mal, vous faites pas mal. Moi, j'ai plus de 1000 vols. Je vole depuis 15 ans. Je me suis jamais, ne serait-ce que foulé la cheville.